Merci si vous nous rejoignez sur Médian pour ce nouveau numéro d'Hebdo Santé consacré cette semaine à l'importance du don de sang. En effet, beaucoup de personnes atteintes de maladies génétiques comme la drépanocytose ont régulièrement besoin de transfusions sanguines pour rester en vie. Et cela pose l'épineuse question du don de sang. Est-ce qu'on a toujours du sang de qualité et en quantité suffisante? Avec moi, des invités pour parler de ce sujet, docteur Connaissier. Vous êtes chirurgien dentiste et l'administrateur de l'initiative Happy Blood Day. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, merci et bienvenue. Merci. Alors, en deux mots, Happy Blood Day, c'est quoi? Happy Blood Day, comme vous pouvez le comprendre, c'est heureux jour de sang. Donc, on part du principe Happy Birthday, donc heureux jour de naissance. Et nous, on décide de fêter nos anniversaires en donnant de notre sang. Voilà, donc on va réunir tous nos membres par mois de naissance et à chaque mois, on va faire un don pour célébrer la vie que nous avons. Nous. Et comment est venue cette initiative? Cette belle initiative est venue d'une dame, Madame Kobena Ngwa Rosemond, qui, à un de ses anniversaires, m'a interpellé, m'a souhaité que je l'accompagne pour organiser un don de sang, juste pour célébrer son anniversaire. J'ai été séduit et partant de là, nous avons décidé d'étendre l'initiative à tous ceux qui pourraient être intéressés par la question de disponibilité de sang en Côte d'Ivoire. Une idée qui doit certainement faire école. Merci infiniment. Alors, qui mieux que les drépanocytaires pour parler de leurs besoins? Mademoiselle Fondio Maïbounan, vous êtes secrétaire médicale et la vice-présidente de l'association des drépanocytaires et thalassémiques de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir accepté de participer à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Alors, thalassémique, c'est quoi? La thalassémie, c'est une maladie sœur à la drépanocytose. Malheureusement, la thalassémie, eux, ils ont particulièrement besoin énormément de sang pour pouvoir vivre. Okay. C'est ce qui fait la différence un peu avec la drépanocytose. Eux, c'est vraiment focalisé sur une anémie sévère. Alors, je précise que vous êtes vous-même drépanocytaire. Oui. Alors, parlez-nous de votre expérience avec cette maladie. Je suis drépanocytaire SS, drépanocytaire majeur, et il faut dire que la drépanocytose au quotidien, c'est une maladie handicapante, une maladie de la douleur, une maladie anémique, plusieurs hospitalisations qui vraiment altèrent la qualité de vie de la personne qui la porte. Et donc, c'est pas facile, et d'où mon implication dans ce combat pour le don de sang et pour la maladie aussi, la faire connaître parce qu'elle est vraiment très peu connue de nos populations, malgré sa prévalence croissante en Côte d'Ivoire. Justement, on verra la prévalence tout à l'heure, mais pourquoi tant de complications, docteur Koné? Tant de complications parce que la drépanocytose va aller ou bien va se manifester, sera logée dans un des systèmes les plus importants de notre organisme, le système sanguin. Donc vous avez des globules rouges qui ont des formes particulières qui malheureusement ne peuvent pas être en train de travailler comme les autres globules rouges normaux. Donc c'est pour ça que très régulièrement les malades atteints de drépanocytose peuvent se retrouver être anémiés et avoir besoin d'être transfusés pour pouvoir renouveler ce stock de globules rouges et leur permettre d'être en train de vivre. Alors vous avez parlé de comment on peut dire ça, épidémiologie. Quels sont les chiffres qu'on a à ce jour? Aujourd'hui, la prévalence varie de 12 à 14% selon les régions en Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà. Et donc, on peut compter environ, selon les chiffres que nous avons depuis 2014, environ 500 nouveaux cas chaque année qui sont enregistrés dans nos 3 CHU, c'est-à-dire les CHU centralisés au niveau d'Abidjan. Donc, imaginez un peu cette population atteinte de cette maladie à l'intérieur du pays qui n'est même pas encore dépistée. Donc, c'est vraiment alarmant. C'est quand même alarmant. Alors, vous avez parlé de transfusion sanguine tout à l'heure, docteur Koné, mais avant de parler des transfusions, est-ce qu'il n'y a pas un traitement qu'on donne à quelqu'un qui souffre de cette anomalie du sang, on pourrait le dire? Non, malheureusement, à ce jour, il n'y a pas de traitement curatif.
voilà, pour pouvoir guérir totalement de la drépanocytose. On va plutôt faire des traitements d'accompagnement. Je pense que tout à l'heure, mademoiselle Fondio a décrit quelques signes qui minent le quotidien du drépanocytaire. Donc, c'est plus ces signes-là que les agents de santé vont traiter. D'accord. Alors, vous avez dit que vous êtes drépanocytaire majeur. Majeur. Alors, pour une personne chez qui on détecte la maladie tout de suite, lui, il est à quel stade déjà? Non, c'est pas dans ce sens. Je veux c'est dire, pas dès que le diagnostic est posé, Oui. la catégorisation se fait en même temps. En même temps. Voilà, donc on diagnostique, on va consulter un malade, on va diagnostiquer et automatiquement on sait qu'il est AS ou il est SS ou SC. Voilà, c'est pas évolutif. Ah d'accord, et selon le type, donc, il est dans une catégorie. Voilà. D'accord. Donc, il n'y a pas de médicament curatif, vous l'avez dit. Le traitement, c'est la transfusion sanguine, essentiellement. Bon, la transfusion sanguine est favorable à la gestion des complications liées à la drépanocytose, telles que les ulcères de jambes. Pour traiter les ulcères de jambes chez le drépanocytaire, il doit bénéficier d'échanges transfusionnels. Et là, je vois à l'écran un appareil, l'alphérèse, je crois, qui permet d'effectuer les échanges transfusionnels pour les malades drépanocytaires. Et subir cette transfusion et cet échange transfusionnel nous permet de vivre environ 3 à 6 mois sans crise vaso-occlusive. Vraiment, c'est une nette amélioration de la qualité de vie pour un malade. Vous avez dit jusqu'à 6 mois, hein? Voilà, jusqu'à 6 mois. Le malade a une qualité de vie, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas... Pas de douleur, moins de crise. D'accord. Moins de crise. Donc, en Côte d'Ivoire, vu le coût élevé de cet échange transfusionnel-là, on l'applique que sur des malades vraiment qui ont régulièrement des crises, qui n'arrivent plus à vivre normalement, qui ont quotidiennement des crises douloureuses. À un certain niveau, on est obligé de faire cette alphérèse-là pour leur permettre vraiment de renouveler le sang. Donc, ça réduit le sang, le taux de S dans le sang et ça le rend presque normal. D'accord. Voilà. Alors, la crise du drépanocytaire, expliquez-nous, ça se manifeste comment? En fait, vu que la drépanocytose, c'est la falsiformation de certains globules rouges dans le sang et ces globules rouges falsifiés n'arrivent pas à transporter l'oxygène pour ravitailler les organes en oxygène. Du coup, ils sont falsiformés, c'est-à-dire en forme de faucille et ils n'arrivent pas à traverser les vaisseaux sanguins correctement. Donc, ils créent un bouchon, ce qui engendre des crises vaso-occlusives très douloureuses. Donc, le malade se sent comment? C'est douloureux, c'est indescriptible, en fait, c'est extrêmement douloureux. Et là, il faut aller sur des traitements de calmant jusqu'à la morphine à un certain niveau pour pouvoir calmer les douleurs. Et on se rend compte que lorsqu'on bénéficie d'échanges transfusionnels au cours d'une crise vaso-occlusive, automatiquement, la douleur se calme. D'accord. Donc, alors, c'est du sang essentiellement qu'on transfuse là, ou bien il y a d'autres produits, docteur Koné? Non, pour régler la question de l'anémie, il n'y a que le sang. Voilà, il n'y a que le sang. Dans ce que mademoiselle Fondio décrit, il y a d'autres signes, la douleur et tout, pour lesquels il va avoir un certain type de médicament pour pouvoir soulager. Mais dès qu'on se retrouve dans cette situation, il faut être en train de transfuser. Et transfuser, c'est vraiment du sang. Rien que du sang? Oui, du sang. D'accord, il n'y a aucun produit pour l'instant qui puisse remplacer ce sang? Ah non, malheureusement, remplacer, le besoin en sang n'est comblé que par du sang. D'accord. Et ce sang, il vient d'où? Ah, ce sang-là, il va venir de vous, de moi, de tous ceux qui acceptent volontairement de donner leur sang. Ah d'accord. Ouais. Donc ce sang, il est pris dans les banques de sang? Dans les banques de sang qui, elles, se ravitaillent ou sont censées se ravitailler dans la population. On parle régulièrement donc de pénurie de sang, mademoiselle Fondio. Est-ce qu'on a suffisamment du sang pour transfuser les drépanocytaires? Malheureusement, non. La demande est forte, la demande est énorme parce que ce ne sont pas que les drépanocytaires qui bénéficient de transfusions sanguines. On a aussi les malades du cancer, les insuffisances rénales, tout ça. Et donc, la demande est énorme. Et du coup, on se retrouve à attendre souvent une semaine pour bénéficier de poches de sang.
ce qui n'est pas évident pour quelqu'un qui est malade en pleine crise douloureuse. Parce que là, l'organisme n'est pas vraiment bien ravitaillé en sang et arrivé un moment, si le cœur n'arrive plus à pomper la quantité de sang nécessaire, il lâche. La personne peut mourir? Oui. Bien sûr, et on a eu de nombreux cas de malades, de membres décédés parce qu'ils n'ont pas pu obtenir la poche de sang à temps. Eh bien, cela pose donc le problème d'avoir du sang disponible dans nos banques de sang. Mais est-ce que la population mesure l'importance de donner son sang et quelles sont les raisons pour lesquelles certaines personnes ne le font pas? Nous avons interrogé quelques personnes. Suivez. Concernant le don de sang, moi je pense que c'est une bonne idée, c'est quelque chose de bien. Ça permet déjà de sauver des vies, de connaître aussi son statut. Parce que lorsqu'on fait les dons de sang, je pense bien qu'il y a des analyses. Ma fille est drépanocytaire. À chaque fois son sang vide, je mets sang. À chaque fois son sang vide, je mets sang. Donc c'est bon pour qu'on donne le sang, pour qu'on sauve la vie des gens. Je pense que le don de sang, il est très important. Parce que tout dernièrement, j'étais malade, j'ai vu beaucoup. Je pense que donner le sang, ça sauve des vies. Ça sauve des vies, donc j'exhorte tout le monde à donner. Ça que tu ne veux pas faire là, ils n'ont pas connu maladie, ils n'ont jamais allé au CHU pour aller voir les malades. Donc s'ils disent qu'ils ne donnent pas là, ça s'engage eux seuls. Mais le jour où son parent n'a pas ce sang là, comment ils vont faire pour lui donner ça? Je pense que ils ne sont pas informés sur l'importance du don du sang. Ça, c'est la première des choses. Et puis aussi, ils ont peur. Ils se disent qu'en donnant leur sang aussi, ils ne pourront pas en retour avoir suffisamment de sang. Ils peuvent être assujettis à d'autres maladies concernant le sang, c'est-à-dire un manque de sang après. La troisième raison aussi, c'est que ces personnes-là aussi se disent que, effectivement, lorsqu'on donne le sang, on profite pour faire des examens et autres, des analyses, et on révèle peut-être des maladies qui sont cachées, qui peuvent forcément ne pas engendrer des maladies au moment où la personne donne le sang, mais qui peuvent leur causer après des dommages, quoi. Ceux qui ont des préjugés concernant ça, je pense qu'ils ont été mal informés. Ils ont été mal informés. Et d'une part aussi, ils ont peut-être raison. Avec tout ce que les gens font avec la vie des gens, ils utilisent, ils font ce qu'ils veulent, tout et tout. Et il faut dire aussi qu'on est en Afrique, donc c'est compliqué de convaincre. Au moment où on refuse de donner son sang, c'est le jour où on a un parent ou bien un enfant qui est dans le besoin, on se rend compte de l'importance du don du sang. Parce qu'en ce moment, on se promène, on cherche tout ce qui est, on va dire, centre de transfusion sanguine où on peut avoir les poches de sang. Quand on n'a pas le groupe sanguin dont on a besoin, on se dit, mais pourquoi est-ce que ça manque? Et c'est là qu'on se rend compte qu'on pouvait aussi donner pour que ça puisse sauver des vies. Alors, tout le monde est unanime que le sang est important donc pour la vie, mais combien de personnes acceptent de donner leur sang? Alors, avec les préjugés, je voudrais savoir, est-ce que c'est dangereux de donner son sang? Non, ce n'est pas dangereux. Je pense que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est plutôt bénéfique. Voilà, c'est plutôt bénéfique. Je veux dire, en donnant mon sang, je vais aider à soigner, donc à apporter la vie à quelqu'un. Et puis, pour moi, c'est également bénéfique parce que nous sommes tellement bien constitués qu'à partir du moment où je vais perdre 500 millilitres de sang, il y a un processus de régénération qui se met en place chez moi qui finit par être bénéfique pour beaucoup d'autres choses. Voilà, donc je veux dire que les dangers, il n'y en a pas. De toute façon, le CNTS n'ira pas prendre du sang chez quelqu'un qui ne remplit pas un certain nombre de conditionnalités. Mais dès qu'on a rempli ces conditions-là, normalement, on est tous bénéficiaires, nous et tout le système de sang. Alors, donc, vous levez cette inquiétude-là, qu'il n'y a vraiment pas d'impact sur la santé. Mais est-ce que l'autre a posé le problème de contracter certainement des maladies en donnant son sang? À ce niveau, on peut être rassuré? Non, je pense que tout le monde peut être rassuré. On ne va pas contracter de maladies juste parce qu'on a donné son sang. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de conditions à remplir. Donc, en général, avant de procéder au prélèvement du sang, il y a un certain nombre de tests qui sont réalisés pour juger si le volontaire peut être donneur ou si il ne peut pas être donneur. Alors, donc, en un mot, je vais dire, le sang, vous l'avez dit, hein, il n'y a pas assez de sang. Alors, qu'est-ce que vous faites au niveau de l'association pour qu'on ait du sang disponible pour les malades? Nous, au niveau de l'association, vu que c'est une association de drépanocytaires et thalassémiques,
avec leur famille. Nous, c'est la sensibilisation au don de sang qui est une priorité pour nous. Parce qu'en tant que malades, nous ne pouvons pas donner le sang, mais nous pouvons sensibiliser nos familles, nos amis, les personnes autour de nous à aller donner leur sang. C'est ce qui est notre priorité actuellement. D'accord. Mettons de côté les crises. Combien de transfusions un malade drépanocytaire a besoin dans l'année? Ça dépend des crises. Ça dépend des crises et de son état de santé. Déjà, moi, de janvier à avril, j'ai bénéficié de 6 transfusions déjà. Et pourquoi? Parce que vous avez fait des crises? Une fois parce que j'ai fait des crises et les 5 autres fois par rapport à une intervention chirurgicale. Bon, alors, 2 interventions chirurgicales. D'accord, ok. Oui, docteur. Il n'y a pas, comme on dit, une fréquence régulière pour éviter de faire les crises. Par exemple, je dis n'importe quoi. Chaque 3 mois, je me fais transfuser. Je renouvelle le sang pour éviter les crises. À titre préventif? À titre préventif? Non. Ça doit être prescrit par un médecin. Un médecin? Voilà, c'est selon ton état de santé. On ne transfuse pas pour transfuser, au fait. On transfuse pour régler un problème. Voilà. Tu es anémié sévèrement, on te transfuse pour régler ce problème d'anémie sévère. Tu es très souvent en crise et les médicaments ne te suffisent plus pour avoir une qualité de vie adéquate. On te propose de faire l'échange transfusionnel sur l'alphérèse. Là, tu as besoin d'une transfusion. Tu fais une complication liée à la drépanocytose, c'est-à-dire un AVC ou un ulcère de jambe, où on a besoin de te faire des échanges transfusionnels selon le programme que l'hématologue t'aurait prescrit. Donc, on ne fait pas de transfusion pour le faire. On le fait par rapport à un problème bien précis. Justement, alors pour, je vais dire, corriger cette anémie-là qui conduit à des transfusions, est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, conseiller une alimentation qui pourrait apporter, qui pourrait être bénéfique pour le malade? Effectivement. Au niveau de l'alimentation, il faut avoir une alimentation saine, une alimentation équilibrée. Le drépanocytaire et les thalassémiques bénéficient d'acide folique. Ils prennent quotidiennement l'acide folique pour pouvoir vraiment atténuer le problème d'anémie. Mais lorsque une crise survient, automatiquement, vu que le corps est souffrant, les globules rouges, vu leur malformation, éclatent et tu hémolyses, tu perds du sang très rapidement. Et arrive à ce moment-là... La perte de sang se fait comment? C'est visible, c'est externe? C'est pas une hémorragie, non? Non, c'est pas une hémorragie, mais c'est pas... Déjà, on sent les yeux jaunissent, l'urine devient foncée et la douleur est là. Donc déjà, et puis le teint commence à devenir un peu plus pâle. On sent qu'on est en train d'hémolyser. Moi, en tout cas, quand j'hémolyse, je sais automatiquement parce que déjà, la coloration de mes yeux change. Et je vois que l'urine est foncée parce que là, ça sort par l'urine. Tu sais que... Donc, ce sont des signes qui vous disent disent qu'il y a une crise. Voilà, il y a une crise et que tu es en train de perdre du sang, ton taux va chuter. Et effectivement, quand tu te rends à l'hôpital, qu'on fait ta numération, formule sanguine, on se rend compte automatiquement que le taux d'hémoglobine a baissé. Donc, malgré l'alimentation riche en acide folique, comme vous l'avez dit, on ne peut vraiment pas éviter les crises. On ne peut pas. D'accord. Donc, on a besoin de sang. On a besoin de sang. Alors, docteur Koné, vous, au niveau de Happy Blood Day, vous n'allez pas vous arrêter seulement à la célébration de la Journée mondiale du don de sang. Vos actions, vous les poursuivez sur tout le temps? Oui, nos actions, nous les poursuivons. Nous voulons vraiment faire des actions pérennes. Voilà. Et le besoin est là, le besoin de sang est là et continuellement présent. Et il faut des donneurs, un grand groupe de donneurs, mais un grand groupe de donneurs réguliers. C'est pourquoi cette année, chaque 3 mois, nous allons faire une séance de don. Nous avons eu déjà la première séance en mars. Là, nous aurons la deuxième séance dans le mois de juin, le 19 juin. Mais après, en septembre, on sera en train d'avoir une autre séance et une autre séance en fin d'année. Et ce qu'on espère, c'est qu'à partir de l'année prochaine, on puisse arriver au rythme d'une séance de don par mois.
Alors, on a toujours vu des séances de don de sang, ça n'a pas pu régler le problème. Non, le besoin est grand. Pour les chiffres, ce n'est pas des chiffres actualisés, ce n'est pas des chiffres qui datent de l'année en cours, mais pour ce que je sais, le besoin de poches de sang au niveau du CNTS est évalué à un peu plus de 200 000 poches année. Et les poches recueillies, nous sommes également à environ 170-175 000 poches année. Donc, vous comprenez qu'il y a toujours un déficit qu'il faut rattraper. Donc, il faut être en train de susciter chaque jour un peu plus de donneurs. D'accord. Voilà. Il n'y a pas autre alternative, hein? Pas d'autre alternative. D'accord, mais je vais dire, comment est-ce que vous comptez couvrir effectivement ce besoin sans cesse croissant? Déjà, il faut que mademoiselle. chacun de nous prenne conscience. Il faut que chacun de nous prenne conscience de sa responsabilité par rapport à la question du sang. Et nous travaillons à faire prendre conscience à notre population que chacun de nous a un rôle à jouer. C'est bien beau d'être sur les réseaux sociaux et de se plaindre. C'est bien beau d'être en train de relayer des SMS de besoin de sang. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, parce que si je n'ai pas donné de sang, c'est clair que je ne devrais pas m'attendre à recevoir du sang quand j'en ai besoin. Donc déjà, il faut faire prendre à chacun de nous qu'on a de la responsabilité. En quoi faisant? En combattant les idées reçues? Oui, en combattant les idées reçues. Moi, l'idée de combattre ne me plaît pas trop. Je veux les entendre. Je veux plutôt les dissiper. Parce que combattre, c'est un peu, on va dire, tais-toi, tu n'as rien à dire. D'accord. Mais dissiper, on va l'écouter et puis on va répondre. Parfois, c'est de fausses idées que les gens se font. Oui, comme l'autre l'a dit, ils sont mal informés. Voilà, c'est de fausses idées. Il faut juste avoir la bonne information. Et nous, au travers de ces campagnes, on a une grosse campagne médiatique sur les réseaux sociaux avant nos dons. Donc, on est constamment en train de parler de dons de sang. Chaque jour, on a au moins 1 ou 2 posts qui parlent de dons de sang. Voilà, pour donner l'occasion aux gens de poser leurs questions, pour donner l'occasion nous-mêmes de pouvoir lire et voir, mais qu'est-ce que les gens pensent du don de sang? Et puis nous, derrière, on réfléchit, quelle est la réponse qu'on peut être en train d'apporter? Il y a beaucoup de problèmes qui ne dépendent pas de nous, mais on se dit que nous, à notre humble niveau, il y a des choses qu'on peut être en train de faire pour améliorer la quantité de donneurs, mais surtout les rendre réguliers. Alors, que répondez-vous à cette question de la commercialisation du sang? Comment vous l'expliquez, en fait? On donne du sang, et beaucoup de gens se plaignent que pour avoir du sang, il faut aller débourser de l'argent. Donc, c'est un gros frein et cela décourage pas mal de personnes. Qu'est-ce que vous répondez? Oui, elle est fondée, ce que ces personnes disent là. Mais moi, je dis, on subit simplement la loi de l'offre et de la demande. Donc, si vous avez peu d'offres pour beaucoup de demandes, forcément, ça va entretenir tout ce dont on se plaît, la corruption, il faut payer et tout. Mais à partir du moment où on aura beaucoup plus de sang disponible que de besoins, il n'y a personne qui sera prêt à être corrompu parce que le sang, il est disponible. Donc, il y a beaucoup de gros débats qui se font, mais le début, c'est de faire en sorte qu'on ait beaucoup de sang disponible. Une fois qu'on a le sang disponible, je pense qu'il y a certains systèmes qui vont mourir naturellement eux-mêmes. Mais tant qu'on aura plus de demandes que de besoins, ceux qui sont plus nantis vont forcément, à un moment ou à un autre, nous damer le pion. Mais là, nous, on va dire, ce n'est pas nous à notre responsabilité. Nous, on essaie d'être là pour accompagner le système. Mais voilà, pour accompagner le système. Mais il y a un niveau plus élevé où les gens prennent des décisions, où je pense que les gens tiennent compte de tous ces avis-là. Alors, au nom de votre initiative, est-ce que vous avez un message fort à lancer à toute la population par rapport au don de sang? Ok. Le message fort que je veux lancer à toutes nos populations, c'est comme je le disais tout à l'heure, la responsabilité que nous avons chacun de nous dans la question de la disponibilité du sang. Il n'y a aucune usine au monde qui fabrique du sang. Il n'y a aucune entreprise qui peut vous donner du sang qui est synthétique. Voilà, donc le sang, il doit être prélevé chez quelqu'un d'autre. Et sur la base de la solidarité qui devait être en train d'être dans nos rapports humains, nous devons chaque jour être en train de penser aux malades. Donc Maï est là, elle a expliqué son quotidien. Nous devons être en train de penser à ça. Nous devons être en train de penser à toutes ces personnes qui sortent de chez elles le matin, qui ont un accident de la voie publique, qui doivent être transfusées urgemment. Nous devons être en train de penser aux femmes qui vont accoucher et qui ont besoin d'être transfusées. Nous devons être en train de penser à tous ces enfants prématurés qui, à un moment ou à un autre, ont besoin d'être transfusés. Donc chaque jour, il faut qu'on ait ces images en tête. Il faut qu'on se dise, je peux faire quelque chose. Au-delà de tout ce que je dis, je peux être actif. Voilà. Et on a tous besoin d'être actifs pour régler la question du sang. Mademoiselle Fondio, pensez que si on a du sang disponible, ça peut vraiment améliorer la qualité de vie des personnes drépanocytaires et thalassémiques? Bien sûr. Si nous avons suffisamment de sang
disponible pour tous les malades, pas uniquement que pour les drépanocytaires et thalassémies, mais pour tous les malades. Ça peut énormément améliorer leur qualité de vie. Parce que déjà, recevoir une transfusion sanguine, c'est la guérison. C'est la guérison. On a déjà ce sentiment de pouvoir guérir. Voilà. Donc, tout le monde doit être vraiment acteur, comme M. Koné l'a dit, acteur et participer au don de sang. Quand tu le peux, tu es en bonne santé, partage ce pouvoir-là. Parce qu'il est important pour de nombreux patients, pour de nombreuses personnes qui, on ne pense pas, mais qui ont eu un accident, qui ont perdu du sang sur le bitume, qui se retrouvent aux urgences, ils ont besoin d'être transfusés urgemment pour pouvoir vivre. Nous pouvons tous être dans le besoin. On peut être tous dans le besoin un jour. Et ça commence par chacun de nous. Il faut que chacun de nous puisse devenir acteur. Moi, je ne peux pas donner mon sang, mais je sensibilise. Okay. Et le 19 juin, il y a Happy Blood Day et c'est la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. Donc, c'est une date vraiment très importante pour nous et pour le don de sang et pour les malades drépanocytaires. Merci infiniment à vous, mademoiselle Fondier Omaïmouna. Je rappelle que vous êtes secrétaire médicale et la vice-présidente de l'association des drépanocytaires et thalassémiques de Côte d'Ivoire. Merci infiniment également à vous, docteur Konessié. Vous êtes chirurgien dentiste, mais très impliqué donc dans ces questions à travers votre initiative Happy Blood Day. Merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine.